Mesdames et messieurs, nous l'avons fait. Après près d'un an de travail, des milliers de dollars dépensés et d'innombrables erreurs et impasses, je peux maintenant officiellement dire que je suis capable de recycler mes impressions 3D ratées, supports et déchets multicolores en filaments utilisables et constants. Un filament qui fonctionne sur presque toutes mes imprimantes, même celles avec une buse de 0,4 mm. Et pas seulement du filament pour prototypage, mais du filament qui est suffisamment bon pour être utilisé pour l'impression quotidienne, normale, de pièces fonctionnelles. Et dans cette vidéo, je vais vous dire comment nous en sommes arrivés là, les obstacles que j'ai dû surmonter, comment j'aurais pu économiser du temps et de l'argent, et ce que j'ai appris pour que vous aussi puissiez décider si c'est une voie que vous voulez emprunter. Allons-y. Maintenant, techniquement, c'est la 6e vidéo de cette série. Je vais mettre le lien de la playlist ci-dessous si vous voulez suivre l'ensemble du parcours ou vous rattraper. Mais je ferai aussi de mon mieux pour vous mettre à jour au fur et à mesure ou pour informer ceux d'entre vous qui n'ont pas vu chaque vidéo. Quand nous nous sommes arrêtés la dernière fois, j'ai enfin pu créer un filament raisonnablement constant, bien que ce filament se soit bouché assez fréquemment et qui avait un effet de transition assez cool, mais non intentionnel. À l'époque, je pensais qu'en améliorant simplement la propreté de mon broyat, je serais bientôt en mesure de créer un filament encore plus constant qui ne se boucherait pas. Honnêtement, j'ignorais ce qui m'attendait. En premier lieu, j'ai amélioré le broyeur. Cela comprenait la création d'un entonnoir pour ne laisser entrer dans la poubelle que le plastique broyé, isolant ainsi les copeaux de bois ou les scories de soudure de mon cadre mal construit pour éviter qu'ils ne tombent dans la poubelle en même temps. J'ai également ajouté un puissant ventilateur Continuous Positive Airway Pressure au sommet du broyeur pour aider à expulser la chaleur et empêcher le regrind suffisamment broyé de rester plus longtemps que nécessaire. Techniquement, j'ai déjà couvert ces améliorations dans une vidéo en dehors de la série qui parlait de la conception de solutions imprimées en 3D pour de vrais problèmes, mais je n'ai pas fait de vidéo réelle dans cette série à ce sujet. Et je suppose que c'est plutôt une bonne chose, car ces deux choses se sont finalement avérées être des impasses. Vous voyez, l'un des plus gros problèmes que je rencontrais, outre bien sûr la contamination, était la surchauffe, d'où le ventilateur. Mais au fil des mois de tests, j'ai réalisé que ce ne serait pas aussi simple que de simplement expulser la chaleur avec un ventilateur. En réalité, bien qu'une grande partie de la chaleur soit générée par le frottement du matériau déchiqueté, une grande partie est en fait générée par le déchiqueteur lui-même, qui frotte encore contre lui-même et crée des copeaux de métal et beaucoup de chaleur dans le processus. Je vais expliquer comment je gère ces copeaux de métal dans une minute. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à résoudre le problème de chaleur de façon permanente et suffisante. J'ai démonté le broyeur plus de fois que je ne peux compter. J'ai réarrangé le motif de la lame, j'ai déplacé les lames plus haut sur l'arbre d'entraînement et aucune de ces réparations n'a duré plus de quelques jours. Mais mon espoir est qu'éventuellement le broyeur se cassera en quelque sorte lui-même, il va broyer tout le matériel offensant et peut-être fonctionner plus doucement. Une autre cause de chaleur était la taille du tamis. Vous vous souvenez peut-être que ce design, le broyeur Precious Plastic 2.1, est livré avec un tamis de 8 mm et c'était tout simplement trop grand pour l'extrudeuse ARTM que j'utilise. Auparavant, j'avais commandé plusieurs tamis de remplacement chez PCBWay, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, avec des trous de 4,5 et 5 mm et je suis très content de l'avoir fait. J'ai commencé avec celui de 4,5 mm et cela provoquait beaucoup trop d'accumulation de matière dans le broyeur, qui se mettait alors à brasser, à piéger la chaleur et à bloquer complètement le broyeur. Heureusement, j'ai pu découper à la main des plaques d'acier et recréer le tamis en utilisant la maille de 5 mm qu'ils avaient créée pour moi. Mais j'ai malheureusement découvert que l'acier que j'avais utilisé pour les panneaux latéraux n'était pas assez dur, et il s'est complètement plié lorsque j'ai essayé de le visser dans le broyeur lui-même. Donc je vais commander à nouveau des pièces de rechange chez PCBWay, cette fois-ci dans le bon acier. En fait, je prévoyais de fabriquer mes propres pièces de rechange pour faire un autre tamis maintenant que j'ai une Carvera Air commande numérique par calculateur ici. Mais il s'avère qu'il est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui vous vendra une petite quantité de tôle d'acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur. Comme je peux facilement trouver quelqu'un qui est prêt à me vendre une feuille de 2 mètres sur 2 mètres si je suis prêt à payer une rançon de roi pour l'expédition. Que faire avec tout cet acier inoxydable? Je ne pense même pas pouvoir le descendre dans cette cage d'escalier.
Pour des projets comme celui-ci, même si vous avez déjà une commande numérique par calculateur dans votre atelier, il est souvent plus simple et économique, vu l'investissement nécessaire en acier inoxydable, de commander directement ce dont vous avez besoin chez PCBWay. Ils peuvent usiner commande numérique par calculateur découpé au plasma ou imprimé en 3D presque tous les matériaux dont vous avez besoin, de l'acier inoxydable à divers plastiques, résines et titane, le tout à un excellent prix et rapidement. Ils ont également des ingénieurs qui passent en revue chaque commande pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème pendant la fabrication. Les consultez via le lien dans la description et profitez de 5 $ de réduction sur votre première commande aujourd'hui. J'ai finalement abandonné l'idée de trouver un vendeur pour une petite quantité d'acier inoxydable de 3 mm et j'ai commandé les pièces chez PCBWay. De plus, je pense que je vais aussi expérimenter un processus de broyage en 2 étapes où je broie d'abord le matériau en morceaux de 8 mm, je change le tamis et ensuite je le broie en morceaux de 5 mm ou de 4 mm et demi. Mais pendant que j'attends que ces pièces arrivent de PCBWay, j'ai la chance que même si le tamis est un peu suspendu là-dedans, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et vous pouvez voir que j'obtiens enfin un regrind vraiment uniforme. Comme vous le verrez, c'est essentiel pour obtenir un filament de haute qualité. J'ai également expérimenté avec du matériau vierge pour obtenir un filament de meilleure qualité. J'ai trouvé une entreprise locale de composition de polymères haute performance, Plastics App, qui est prête à me vendre une petite quantité de leur granulé de PLA haute performance vierge. Cependant, cela combiné au fait que ce n'est pas simplement du PLA ordinaire signifiait que c'était vraiment cher. Après l'expédition et les taxes, ces dernières que je récupère en tant qu'entreprise, cela m'a finalement coûté environ 28 $ et 57 cents par kilo pour ces granulés de PLA haute performance, ce qui est environ 2 fois plus cher que le coût du filament fini. Néanmoins, j'ai décidé de l'acheter juste pour des fins d'expérimentation. Je me suis dit que si cela fait une grande différence, je pourrais plus tard acheter du PLA normal en vrac, potentiellement auprès d'un autre fournisseur pour beaucoup moins cher. J'ai mené quelques expériences avec 15 à 20% de PLA vierge et les premiers essais ont été franchement décevants. Un filament marqué POC qui ne me donnait pas un diamètre constant. Quelque chose n'allait toujours pas avec mon regrind et je n'étais pas sûr de quoi. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à expérimenter la façon dont je traitais le regrind. Après tout, David, le créateur de l'extrudeuse ArtMay, souligne à plusieurs reprises dans son guide que c'est vraiment l'un de ces processus de type déchets entrants, déchets sortants. Et il y avait de nombreuses façons dont mon regrind pourrait potentiellement être des déchets. D'abord, j'ai ajouté une pile d'aimants dans l'agitateur d'ArtMay, qui tourne maintenant et capture tous les copeaux de métal ou fragments qui pourraient se trouver dans le filament. Et laissez-moi vous dire, ça capture beaucoup. Cette modification a été tellement réussie que je l'ai en fait recommandée à David pour l'ajouter au produit lui-même. Bien que je dirais que même après avoir augmenté le filtre de fusion dans l'ArtMay à 0,6 mm, je ne suis toujours pas capable d'utiliser réellement un filtre lors de l'extrusion sur l'ArtMay. Chaque fois que j'ajoute un filtre de fusion avant la buse, il se bouche après seulement quelques mètres et je ne parviens jamais à obtenir le bon diamètre de filament lorsqu'il est installé. Heureusement, comme vous le verrez dans une seconde, cela s'avère être un non-problème. De plus, et peut-être plus important encore, j'ai également modifié la manière dont je préparais le matériau pour l'extrusion. Alors qu'auparavant je le lavais pour essayer de me débarrasser de toute poussière égarée, j'ai complètement arrêté de le faire, en partie parce que ce que j'avais lavé a fini par moisir, ce qui a ruiné des kilos et des kilos de regrind parfaitement bons. Mais en plus, j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait aucun moyen que mon filament soit aussi contaminé. Il était impossible que toutes ces petites marques soient simplement de la poussière et de la contamination. Mais qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Après tout, je séchais mon broyat dans un four à plus de 60 degrés Celsius pendant 6, parfois 12 heures, pour essayer d'éliminer toute l'humidité. Et les marques apparaissaient que je lave ou non le broyat. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur une vidéo de mon collègue créateur YouTube, Igor de MyTechFun, qui allait pratiquement changer ma vie. Cela peut sembler une exagération, mais sérieusement, l'impression 3D dans son ensemble, surtout le recyclage de filaments pour l'impression 3D, a été tellement plus agréable et facile depuis que j'ai vu cette vidéo. Dans la vidéo, Igor teste la faisabilité de séchage de divers types de filaments dans un micro-ondes. Je sais, ça sonne ghetto, dangereux, irresponsable et suspect, mais ça marche. Comme vraiment fonctionne.
Quelques tours de 30 secondes allumés, 5 minutes éteints dans un micro-ondes, et vous pouvez littéralement sentir l'humidité qui se dégage du filament. Regardez simplement cela. À gauche, nous avons un filament qui a été séché au four 2 fois pendant 6 à 8 heures chaque fois. Et à droite, nous avons un filament qui a été séché au micro-ondes pendant plusieurs tours de 30 secondes. Pouvez-vous dire percer? Cette méthode fonctionne si bien que j'ai effectivement connecté le four à micro-ondes ici dans le studio à Home Assistant et j'ai créé une automatisation que j'appelle protocole de séchage. Il effectue 5 cycles de 30 secondes de fonctionnement, 5 minutes d'arrêt pour sécher complètement le filament en moins de 30 minutes sans que j'aie besoin de le surveiller ou de m'inquiéter que le micro-ondes le fasse fondre ou que le four démarre un incendie dans mon studio. Et regardez simplement les résultats. Regardez ce magnifique filament recyclé. C'était ce seul changement, sécher correctement le filament, qui a fait toute la différence. J'étais maintenant capable de faire de longues impressions, comme des impressions de plus de 6 heures, bien sûr en utilisant une buse de 0,8 mm, avec presque aucun problème. Mais occasionnellement, et particulièrement avec mon regrind de filament noir, j'avais encore quelques problèmes. Finalement, en examinant la zone au niveau et avant le bouchon, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout des bouchons, mais en fait, c'était des bourrages de filament. En d'autres termes, mon filament devenait trop large ou bosselé à certains endroits, et cela se coincerait dans l'extrudeuse ou la buse chauffante. Mais pourquoi? J'ai été confronté à ce problème pendant des jours, n'imprimant que sur des imprimantes avec capteur de filament et détection de bourrage, jusqu'à ce que je réalise. Littéralement, je broyais du PLA noir dans une grande poubelle pour l'extruder en une nouvelle bobine de filament pour un projet à venir. J'ai nonchalamment jeté un morceau d'une impression 3D dont je n'avais plus besoin et environ 10 secondes plus tard, mon cœur a coulé. La pièce s'est rapidement remplie d'une odeur piquante mais trop familière, l'ABS. Je venais de contaminer irréversiblement quelque chose comme 10 kilos de matériaux. Mais pire que cela, j'ai instantanément réalisé ce qui avait causé ces blobs dans mes tentatives précédentes. À un moment donné, j'avais contaminé mon matériau, probablement avec de l'ABS. Il est difficile d'exagérer combien cela a été démoralisant. J'avais passé la majeure partie d'une année, dépensé des milliers de dollars et consacré des centaines d'heures à construire ce dispositif, à séparer mes matériaux, à broyer du filament, à collecter tous mes rebuts dans des bacs, et maintenant, j'avais environ 20 kilos au total de matériaux complètement inutiles qui finiraient de toute façon à la décharge. J'étais honnêtement dévasté. Qu'est-ce que je faisais à passer autant de temps sur ce projet alors que je ne savais même pas s'il allait être couronné de succès à la fin? J'ai sérieusement envisagé d'abandonner tout le projet, de jeter tout le matériel que j'avais collecté au cours des 3 dernières années directement à la poubelle et de simplement passer à autre chose dans ma vie. Heureusement pour moi, l'univers, Dieu, le monstre de spaghettis volant ou qui que ce soit a vu à quel point j'étais démoralisé. Parce qu'ils, ils m'ont envoyé un autre défi. Un défi qui me remettrait en selle. Donc, en raison de problèmes logistiques pendant les vacances et de la guerre ici en Israël, mon énorme envoi de filaments Polymaker, dont j'avais désespérément besoin pour faire des progrès sur ce projet à venir, eh bien, il n'est pas arrivé. Les mois ont passé et pour une raison quelconque, rien du tout. J'ai épuisé jusqu'au dernier brin de filament noir et blanc, ici et à la maison, et j'étais complètement à sec. À ce moment-là, j'avais besoin d'imprimer des choses normalement, pas juste avec une buse de 0,8 mm. Les choses sont devenues si mauvaises que j'imprimais du filament de support PLA pour des pièces non critiques. Dans un moment de désespoir, je me suis tourné vers les 3 ou 4 bobines imparfaites de filaments recyclés que j'avais fabriquées avant le fiasco. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai chargé ces bobines dans l'IdeaMaker IR3 5.2 pour lequel je n'ai qu'une buse de 0,4 mm et j'ai lancé l'impression. La suite des événements m'a légèrement choqué. Ça a simplement marché. Évidemment, toutes les 4 ou 5 heures, le capteur intelligent de filament se déclenchait à cause d'un bourrage. Et bien sûr, vous pouviez littéralement voir les particules de poussière et les copeaux de métal dans les impressions, mais cela imprimait magnifiquement. Pas de filage ni de sous-extrusion. Il imprimait simplement avec une buse de 0,4 mm et les pièces étaient dimensionnellement précises. À Bolden, j'ai imprimé avec le filament noir sur d'autres imprimantes et elles ont aussi fonctionné à ma surprise. Dans de nombreux cas,
Les pièces étaient en fait indiscernables du PLA vierge. J'étais de retour, bébé! J'ai décidé de mettre de côté tout le matériel contaminé pour un autre projet, peut-être une table en époxy ou quelque chose comme ça, et de remonter en sel. J'ai imprimé près de 3 kilos de pièces pour cette vidéo à venir, le tout avec un minimum de bourrage et presque pas de blocage. Je l'avais fait et quel voyage incroyable. Cela ne signifie pas que je suis complètement libre. J'ai encore de nombreux aspects à perfectionner. Comme je l'ai dit, le broyeur chauffe encore, ce qui le fait parfois cracher un amas de filaments fondus dont j'ai ensuite besoin de retirer manuellement. Et je lutte encore un peu avec le matériau noir qui est bosselé, au point où je ne suis pas sûr si le filament noir est peut-être plus hygroscopique que le blanc, ou si je n'ai toujours pas réussi à éliminer chaque dernier morceau de contamination ABS du broyeur et du tamis. De plus, je souffre encore de blocages assez fréquents si je ne charge pas le broyeur très progressivement. Comme mentionné, je veux expérimenter avec un processus de broyage en 2 étapes quand je recevrai ces pièces de PCBWay. Et enfin, j'aimerais arriver à un point où je n'ai pas de copeaux de métal littéraux dans tout mon filament, soit en usant le broyeur, soit en trouvant une sorte de solution permanente pour le frottement. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Cela dit, nous y sommes presque. Souvent, on avait l'impression qu'on n'y arriverait jamais, il faut l'admettre. Comme si cela allait devenir juste un autre projet qui ne dépasse jamais la barre des 80%. Mais je suis tellement fier des progrès que nous avons réalisés. Et je n'aurais littéralement pas pu le faire sans vous tous, que ce soit pour les abonnés locaux qui m'ont aidé à corriger mes erreurs, ou les milliers de commentaires et suggestions utiles que vous avez laissés pour me guider tout au long du chemin. Cela ressemble vraiment à un effort communautaire, alors merci à vous tous. Et en tant que tel, parce que toute l'idée derrière cela était que je marche pour que toute cette communauté puisse courir, je veux maintenant revenir en arrière et souligner certaines des leçons que j'ai apprises, en particulier depuis la dernière vidéo. Pour des raisons de commodité, au cas où quelqu'un reviendrait et utiliserait cette partie de la vidéo comme référence à l'avenir, je vais me tenir à une sorte de point clé pour chaque leçon, plutôt que de les enterrer dans la partie histoire de la vidéo que nous venons de terminer. Leçon numéro 1, soyez impitoyables dans l'isolement et le tri des matériaux. La première et certainement la plus douloureuse leçon que j'ai apprise ces derniers mois est d'être absolument impitoyable dans le tri de vos matériaux. Emprunter cette voie montre que vous vous souciez grandement du recyclage et de la préservation des matériaux pour leur éviter la décharge. Alors ça fait mal de jeter des pièces parfaitement bonnes, mais au final, il est tellement mieux de jeter une seule pièce plutôt qu'un bac entier de matériel déchiqueté à cause de la contamination. S'il y a même une chance de 1% que la pièce soit en ABS ou PETG, croyez-moi, et jetez-la simplement à la poubelle. S'il pourrait y avoir de la colle ou d'autres contaminants sur ou à l'intérieur de la pièce, jetez-la. Ce n'est pas rentable à long terme. Leçon 2, déchiqueter dans de plus petits bacs. Mais bien sûr, il y aura des incidents, surtout si vous, comme moi, aspirez à accepter les déchets d'autres personnes. Pour cette raison, je vous conseille de ne jamais déchiqueter en grande quantité. Déchiqueter en petites poubelles et garder les lots séparés afin qu'un événement de contamination, comme mon incident ABS, ne vous amène pas à jeter plus d'1 kilo ou 2 dans le pire des cas. Troisièmement, ignorez les autres types de contamination dans la mesure du possible. Plus tôt dans le processus, j'étais vraiment stressé par des choses comme la poussière, la saleté et même la sueur contaminant mon filament. Tellement que j'ai lavé mes déchets de filament dans l'eau pour tout enlever, seulement pour causer une contamination encore pire sous forme de moisissure. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir de gros copeaux de bois ou de la sueur dans votre regrind, mais mon expérience a montré que la poussière et la saleté ne sont pas si problématiques, dans une certaine mesure. Bien sûr, il serait agréable d'éliminer les copeaux métalliques de mon filament, mais les retirer après coup avec un aimant à l'intérieur de la trémie a très bien fonctionné. Numéro 4, abandonnez le filtre de fusion. Cela dit, si vous travaillez avec un filament légèrement contaminé, vous devrez probablement retirer complètement le filtre de fusion de votre extrudeuse. Certes, cela signifie que les débris passeront à travers la buse et dans votre filament, mais d'après mon expérience jusqu'à présent, vous aurez beaucoup moins de blocage sur l'imprimante elle-même que sur l'extrudeuse qui utilise le filtre de fusion. Alors, j'abandonnerai totalement le filtre de fusion.
Numéro 5. Choisissez la bonne imprimante 3D pour le filament recyclé. Cela dit, votre filament recyclé ne sera définitivement jamais parfait. Du moins, je n'ai certainement pas trouvé de moyen pour y parvenir. Pour cette raison, je vous conseillerais d'être sélectif sur les types d'imprimantes 3D sur lesquelles vous utilisez réellement le filament recyclé. Pour commencer, je déconseillerais de l'utiliser sur toute imprimante qui n'a pas un capteur de filament intelligent capable de détecter les blocages ou les bourrages. Cependant, ces éléments sont abordables et facilement disponibles pour vos imprimantes Clipper. La plupart des modèles haut de gamme les incluent de série, donc ce n'est pas un facteur trop limitant. De plus, alors que vous pourriez penser que c'est la taille de la buse qui va déterminer si vous pouvez imprimer du filament recyclé ou non, j'ai en fait constaté que certains extrudeurs sont plus tolérants que d'autres en ce qui concerne les variations de diamètre du filament recyclé. Les imprimantes qui ont des composants imprimés en 3D à l'extrudeuse, comme une machine Prusa ou Voron, ont tendance à être plus tolérantes, alors qu'une imprimante comme celle du laboratoire Bamboo, qui a une tolérance très serrée à l'entrée entièrement métallique de la buse, risque de se bloquer beaucoup plus facilement. Expérimentez avec les imprimantes disponibles ou construisez une nouvelle tête d'outil avec l'orbiteur et des conceptions imprimées en 3D si vous êtes sérieux sur l'impression de filaments recyclés. Leçon 6. Construire un granulateur de filaments. Quelle que soit l'imprimante utilisée, vous finirez inévitablement par créer beaucoup de filaments inutilisables en empruntant cette voie. Pour cette raison, je suggère que vous construisiez un granulateur de filaments tôt dans votre parcours pour vous aider à reconstituer ce filament inutile en regrains utiles que vous pouvez réellement extruder. Vous pourriez penser que vous pourriez simplement utiliser le broyeur que vous avez construit pour regrinder ce filament, mais malheureusement, un broyeur va finalement laisser passer beaucoup de longs et gros brins de filament à travers le tamis. Donc, la seule véritable façon de récupérer ce filament imparfait est d'opter pour un granulateur. J'utilise ce design gratuit et open source de Michael Lowe's de Teaching Tech, bien que je sois définitivement encore en train de l'améliorer pour qu'il puisse fonctionner de lui-même sans que j'aie besoin de rester là et de tenir une perceuse. À l'avenir, je considérerais certainement une forme de granulateur comme une partie nécessaire de cette configuration ou de cet écosystème. La 7e leçon porte sur la taille du tamis du broyeur et la dissipation thermique. Comme mentionné auparavant, je ne suis pas tranquille concernant une configuration de broyeur fiable. Mais jusqu'à présent, ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'avoir une grille de trous de 5 mm dans le tamis combiné à un ventilateur Continuous Positive Airway Pressure de haute puissance pour le refroidissement. Je suis assez confiant que l'accumulation de chaleur d'un côté est le résultat d'un mauvais alignement sur l'arbre d'entraînement de mon broyeur ou des lames individuelles poussées trop loin d'un côté. Honnêtement, je ne vais pas démonter et reconstruire ce truc une 6e fois, il devra faire comme ça. En somme, je pense que le broyeur de plastique précieux, s'il est modifié en conséquence, peut fonctionner pour ce type d'application. Et j'ai aussi hâte d'expérimenter un processus de broyage en 2 étapes. Alors faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous aimeriez voir une autre vidéo de la série une fois que j'aurai eu le temps de faire tout cela. Quoi qu'il en soit, ce sont les principales leçons et conclusions que j'ai à partager à ce stade. Ajoutez-les à la longue liste de mauvais choix, de gaffes et d'erreurs coûteuses que j'ai commises en cours de route qui sont toutes détaillées dans les vidéos 1 à 5. Pour l'instant, je suis enthousiaste et motivé à continuer d'ajuster et d'améliorer mon processus de recyclage de filaments. Et avant que vous ne le disiez, non, cela n'est probablement pas rentable, ni en temps, ni en argent pour le bricoleur moyen. Oui, acheter du matériel vierge est moins cher et plus facile, mais ce n'était jamais l'objectif. Au cours des prochaines années, j'espère sincèrement sauver des centaines, voire des milliers de kilos de matériaux de la décharge, soit en les recyclant personnellement ici, soit en inspirant d'autres personnes comme vous à prendre la relève et à construire leur propre projet de recyclage d'impression 3D. Alors continuons la discussion et l'élan, soit dans les commentaires ci-dessous, soit sur notre serveur Discord où nous avons mis en place une chaîne de recyclage entière juste pour des choses comme ça. Merci encore de m'avoir regardé et soutenu tout au long de ce voyage. Cela a énormément compté pour moi. C'est tout pour cette semaine, mais je vous reverrai tous la prochaine fois.